Les grands remplaçants. La photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Jamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans les grands remplaçants. Ouais. Je suis accompagné de Amel Chabi, Ray Mendes et Mazine. Et tout de suite la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais les gars, c'est incroyable. Tout ce qu'on croyait impossible est en train de se réaliser. Le fascisme reprend le pouvoir dans le monde. Elisabeth Lévy aurait arrêté l'alcool. Et Paul Mirabel a serré Miss Univers. Mais il n'y a plus de règles. C'est quoi la prochaine étape? Ray Mendes écrira sa chronique. Bordel. Tout fout le camp en ce moment. Israël a bombardé l'Iran. Ils ont le droit de se défendre. Sauf que là, ils ont même pas été attaqués. Tu sais, on dirait mon père quand j'étais petit. Et j'ai le moque. Mais moi, j'ai rien fait. Bref, en ce moment, je m'intéresse à la géopolitique. Et apparemment, l'Occident refuse que l'Iran ait la bombe atomique. Ah bon? Ils l'ont pas encore? Bah alors les Perses, il s'agirait de se bouger un peu. On est en 2025, tout le monde a la putain de bombe. L'Inde, la Corée du Nord, même le Pakistan, bordel. Le Pakistan, l'INSET, la Courneuve, Laika Mobile. Concentrez-vous l'Iran. Alors, c'est bien beau la Mésopotamie, la philosophie, mais il faut aussi bosser les maths. Nous, en France, on a la bombe atomique depuis les années 60. Mais on veut pas que l'Iran l'ait. Alors vous allez me demander pourquoi? C'est une bonne question. et je vois d'ici les commentaires. Ben si t'aimes autant l'Iran, t'as qu'à y vivre. No, no, no. Et ouais, mais j'aime trop la France pour ça. Ça va à la carte vitale. Et puis t'imagines, humoriste à Téhéran. Eh les gars, c'est incroyable. Le guide suprême, c'est quand même un sacré aïe-ouille. Non, je rigole. Oh, je suis Charlie. Ta gueule, ça marche pas ici. Rare. Merci les amis, merci. Les grands remplaçants. Bravo Jamil, on te retrouve dans ton spectacle Exode tous les week-ends jusqu'à fin juin à la scène parisienne. Merci Mounir, merci, bienvenue à tous, vous écoutez Les Grands Remplaçants, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui pour m'accompagner, nous avons Paul à la régie et notre Red Chef Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, cette semaine on reçoit Fatima Haït Bounoua, enseignante, qui nous parlera du plus beau métier du monde malgré les difficultés de l'éducation nationale. Dans le rétro, on ira porte d'Auteuil en 1983 pour revivre la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Et on commence par la dinguerie de la semaine où l'on revient sur des événements qui ont marqué l'actu des derniers jours. Ordons ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Cette semaine, on a suivi en direct le retour en France des membres de la flottille pour Gaza. Pour rappel, ils ont été capturés en mer et retenus dans des prisons israéliennes. Mais pour ces news, ils étaient juste partis en thalasso. Qu'est-ce qu'elle a fait? Concrètement, on accueille en héroïne quelqu'un qui a fait une croisière dans la Méditerranée avec ses copains, qui s'est filmé sur Instagram et TikTok. Ouais, bah une influenceuse en réalité. Apparemment, si tu les écoutes. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement chaud. Moi, ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que c'est rare de voir une femme politique, même enfin politique tout court, à ce degré d'engagement. Moi, je m'en rappelle, je peux me permettre, j'ai fait fac d'histoire. La dernière fois qu'on a vu ça en France, 1851. Mounir, Exact. je parle à celui qui a fait les études. Alphonse Baudin. Alphonse Baudin, exactement. Baudin, à pas confondre avec les Baudins, les duos humoristiques. Pas le même esprit. Voilà, c'est pas exactement. Non, Alphonse Baudin, 1851. Bon, il y a des embrouilles parce que Napoléon III, il veut garder le trône. Ouais. Il veut, et lui, il arrive, il dit mais c'est la Deuxième République. Il n'y a pas ça sur le contrat. T'as pas le droit de rester 1000 ans au pouvoir, tu vois. Et donc il va dans la rue, mais c'est un député. C'est un député. Les ouvriers, ils le voient. Il y avait des mecs de Stein, des mecs de voilà, des mecs d'Aubervilliers, ils sont dit. Il essaye de chauffer la foule. Il essaye de chauffer la foule. Il essaie de les chauffer, tu vois. Il dit ouais les gars, voilà, ça se fait pas. Il veut garder le pouvoir. Et lui, et eux, ils le taillent. Ils voient un député avec la perruque. Et il dit ouais, mais t'es un fomblard, t'es un député. Il s'est mis devant les barricades. Il y a les keufs en face. Hein. Histoire vraie. Voilà, c'est vrai ce que je raconte. Laurent Dutch. Et il arrive devant les barricades. Il regarde les keufs. Une époque où les keufs, il tirait son flashball, son ethnique direct, quoi, tu vois. Et il a regardé les ouvriers, il a dit « Regardez comment on meurt pour 25 francs ».
Et il est mort. C'est un bravo. Ah ouais. 25 francs, c'était... C'était l'indemnité journalière des députés à l'époque. Ça a un petit peu augmenté depuis. Mais... Voilà, ouais, bien sûr. Non, mais tu vois ce que Donc, je veux dire. ouais. Lui, Engagement physique. Engagement physique, Pierre Bérégovoy. Tu te rappelles? Ah oui. Je parle à toi, Amel, parce que là, c'est... non, j'avoue, Là, là, ils connaissent que Gabriel Attal, mais Pierre Bérégovoy, Waouh. il s'est tiré une balle. Ouais. T'en rappelles, Mounière, aussi? Parce que son honneur avait été sali. Dans un journal, ils avaient dit, en gros, il avait bénéficié d'un prêt d'1 million de francs. Ouais, c'est ça. À taux zéro. À taux zéro. Pour acheter son appart parisien. Bon, un truc normal. Un truc normal, j'ai envie de te dire. Ouais. Rien de bien Voilà. choquant. Mais avant, vu qu'ils avaient de l'honneur, les politiques, il n'a pas accepté. Il a dit à son garde du corps, donne-moi ton flingue. Et il s'est tiré une balle. Et il est mort, Mskin. Après, il était de Nevers. Il y avait un terrain fertile, si je peux me permettre. Ouais. Si je peux. Est-ce que tu as déjà joué à Nevers ou pas, Amel? Absolument. Aïe, 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 Il se passe des choses. Bah, il se passe pas Il grand-chose. il faut aller jouer là-bas. C'est important. Pour comprendre, C'est moi, important. j'avais joué là-bas cette année, et donc je fais mon spectacle. Ça marche pas trop. J'attends. Tu sais, on a tous une vanne chouchoute qui cartonne à chaque fois. Bide, airball, le corbeau qui passe. Oh là, je me suis vexé. Je les ai regardés, je dis, oh là, c'est à cause de vous que Bérégovoy s'est suicidé. Ah, c'est génial cette histoire. On a élucidé le mystère. Ouais, exactement, mais il s'est pas passé que ça, je crois, Mounière. Non, il y a aussi Gérald Darmanin qui, cette semaine, il a trouvé la solution pour relancer la croissance, tout simplement. Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. On est dans le Mississippi. Non, mais la guerre de sécession. Non, mais là, il y a les confédérés qui déboulent. Alors moi j'ai une question, comment on force quelqu'un à aller bosser? La violence principalement, je pense. Je pense mais que quelles sont les mesures qu'ils vont mettre pour forcer? C'est une bonne. Moi, j'ai jamais. Une fois, mon père m'a forcé en 5e. Il m'a amené au chantier parce que j'ai eu une mauvaise note. Et il m'a dit, tu veux faire le hamar à l'école, je vais t'amener au chantier avec moi. Pour voir la vie, comment. Et j'ai été carreleur j'ai 11 ans, mais bon, apparemment, ça choquait personne à l'époque. Et c'était le seul truc où j'ai été forcé. Je sais pas si c'était déjà arrivé ou peut-être. On m'a forcé à voir comment la vie était dure et donc je suis allée travailler comme un stage de 3e. Oui. Ok, 3 jours. T'avais quel âge, pardon? En 3e. Ah, t'étais en 3e, en 3e, ça va. Ouais. 15 ans, dans le restaurant de mon oncle. Un restaurant de couscous. Bien sûr. Donc voilà, j'ai dû voir du couscous toute la journée, et toute la soirée. C'était tu peux le couscous après. Le graillon, c'était affreux. C'était affreux. La gazmer, tout. Tu faisais la plonge ou je faisais un peu tout. Je devais un peu tout faire. Putain, c'est marrant. Mon frère, il avait un restaurant de couscous. Ouais. Et pareil, sauf que lui, il faisait par étape. Au début, j'étais responsable carotte. Ok. C'est-à-dire que quand c'est vrai. Quand les clients arrivaient, je devais poser les petites carottes au cumin. Au cumin et au paprika. Pour bien leur sûr. donner la soif. Okay. Oui, pour qu'ils puissent commander. Nous avons des techniques, les Marocains. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus technique que je pensais. Juste les carottes. Ils doivent mettre la carotte sur le plat après. Non, c'est des process. C'est des années. C'est des années de douilleur. Fleur d'oranger dans les mains. C'est un signe de bienvenue au Maroc. Énorme douilleur aussi. Et j'ai fait petit à petit comme ça jusqu'à avoir le poste. T'as grimpé les échelons. Et c'était quoi le poste chicha clandestine. À 23h, mon frère me payait un ticket resto. Donc qu'est-ce que je faisais? À 23h, je fermais les restos, vu qu'il me payait pas, mon frère. Tu vois, il me payait un ticket resto. On l'embrasse, Mounière, on n'oublie pas. Et je fermais le resto et je faisais. Il y avait un code. Tu tapais 3 coups, les fameux. Je t'ouvrais et et je faisais des chichas, c'était 5 € la chicha. Ton speakeasy. Ouais, speakeasy, on est à Chicago dans les années 30 quoi. Alors Mazine, un taf peut-être où tu t'es senti peut-être un peu forcé? Moi à la base, quand j'étais venu chez Nova la première fois, j'avais rendez-vous avec la dernière, je devais travailler à la dernière. Et je cherchais. Attends, je cherchais le bureau de Guillaume Meurice et j'ai croisé Jamil dans les couloirs avec une pistache. Et il m'a dit t'es marocain toi? Viens, je vais te montrer un truc. Là ça fait 4 mois je travaille gratuitement. C'était pas le plan de départ. Ok. Pas du tout. Ray Mendes peut-être. Moi aussi, comme vous le papa qui se dit vas-y toi, je vais t'apprendre la vie. Et moi c'était peintre, poncer toute la journée. Frère, je suis sorti, j'étais blanc. Je me suis dit sérieux. Heureusement nous on nous accuse pas de white face.
J'avais vu la mer poncer toute la journée. Et ça, c'était un mercredi. Il m'a dit rendez-vous demain. J'ai fugué de chez moi. Je dis, je préfère vivre à la rue. Non, mais ça te met les idées claires. Oui, bien sûr. Tu comprends que 1 euro, c'est 1 euro. Voilà, ça se mérite. Je pense que ça, par contre, ils devraient le faire. C'était une journée pour les jeunes, pour leur montrer une journée qu'on appellerait la journée Hagra. Voilà, histoire de te montrer que la vie n'est pas facile. Mais forcer les gens en leur coupant le RSA, je crois, il veut diviser par 2 le chaummage ou je sais pas quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Comme tu dis, comment il va les forcer? Comment tu vas forcer? Tu trouves pas déjà de taf, mais là, on va te forcer à faire un taf. En parlant de RSA, travail forcé. C'est l'heure de la chronique de Basile. Qu'on applaudit, s'il vous plaît. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bon les amis, Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Bon, ça c'est pas sympa pour moi, parce que pas de TikTok, pas de Gogol, pas de chronique. Dans cette optique, l'Assemblée a auditionné des influenceurs lors d'une commission TikTok. Au casting, on avait Adé Laurent, créateur de contenu pour adultes. Et on parle pas de tuto sur comment déclarer ses impôts ou sur la réparation de machines à laver. Parce que moi, c'est ce que je croyais. Pour moi, nous aussi, on fait du contenu pour adultes. Mais j'ai regardé les vidéos d'Adé Laurent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. L'éclairage est totalement différent. Mais en réalité, contenu pour adultes, ça veut dire porno en fait. Il y a des expressions pour remplacer des mots qui existent déjà. Et quand on regarde les vidéos d'Adé Laurent, on remarque tout de suite, on est d'accord, que j'avais rien à dire, je voulais juste repérer les gros dégueulasses du plateau. Il y en a un qui a flanché, mais je dénoncerai jamais un pote comme Ray Mendes. On avait aussi Manon Tanti et son mari Julien Tanti. Julien avec un bronzage aux UV prononcé, vêtu d'un costume blanc, chemise blanche. Si j'ai bien retenu un truc des Sopranos, c'est que cette tenue, c'est une tenue de coupable. Autre influenceur auditionné, Alex Hitchens, ancien basketteur devenu vidéaste masculiniste aux pratiques commerciales douteuses. Pendant une seconde, il a pensé malmener un geek au collège, mais c'était un député. Et il connaît pas le taux de change. Un geek, c'est 2 heures de colle, un député, c'est 2 ans de prison. Et là-bas, il va en avoir du masculinisme, je pense. Et enfin, on avait Nasdas. Putain, alors Nasdas, si tu nous écoutes, j'ai rien contre toi, mais quand je vois tes vidéos, wallah, tu nous rends pas service. Tu sais, soyons honnêtes, un débat entre députés et influenceurs, même dans les Simpsons, c'est du jamais vu. Mais le divertissement était génial, et le passage le plus drôle revient à Adé Laurent, qui cite Michel Sardou pour démontrer qu'il n'est pas un si gros porc que ça. Tu sais, la comparaison de fou. C'est comme quand Jamil m'a dit un jour, je suis pas un manager toxique, regarde Mao Tse-tung. Je me suis dit, bon... C'est sûr, faut choisir son référentiel. Et c'est là où cette audition est surprenante, parce qu'entre les 2 équipes, ceux qui sont passés pour des gogoles, c'est pas les influenceurs, c'est les députés. Tu sais ce qu'ils voient à l'Assemblée, le prix de flèche de la semaine. Alors j'aime pas donner de consigne de vote, mais aux prochaines législatives, votez pour votre influenceur préféré, ce sera un poil meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Merci Mazine, on te retrouve à la rentrée pour le retour de ton spectacle Iceberg, et nous on revient juste après la pub. C'est un français. Et vous écoutez les grands remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. La semaine dernière, on a assisté à une finale homme historique à Roland-Garros. Autre fait historique, la dernière victoire française dans le tournoi qui remonte à 1983. Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste. Je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros. Et j'espère que derrière, ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps. On peut également gagner. Et malheureusement, non. Il y a eu un vent d'espoir en 1983. En plus, c'était mon année de naissance. On était devant, on regarde. Enfin, devant. Voilà, moi je venais d'arriver sur cette terre. Mais et c'est Marcel Bernard, il s'appelle le monsieur L'ancien, ouais. En 1946, il a gagné Roland-Garros. Et donc, presque 40 ans après, à peu près, Yannick Noah. Et depuis, je parle sous ton contrôle, plus personne n'a gagné Roland-Garros. Plus aucun Français. Plus aucun Français. On a eu beaucoup d'espoir là récemment avec Loïs. Oui. Mais bon, c'était pas gagné. Luis Enrique. C'est le gars avec qui je suis pas le tennis. Non, je rigole parce que j'ai vu la finale de Roland-Garros. Ok. Alors si on peut, moi je suis pas un spécialiste de tennis. T'es un tennis.
Voilà, je suis un tennis. Pareil, non, pareil. je regarde. On regarde que Roland Garros, les finales de Grand Chelem, des trucs comme ça. Moi, c'est que Roland Garros et Pete Sampras, Jim Courier à l'époque. Et là, j'avais un peu lâché parce qu'il n'y avait plus Djokovic. Enfin, je voyais plus. Ah bah il était là. Oui, mais je suis allé le voir à Roland Garros. Je fais partie de ces gens. Et alors, il est comment Il est complotiste à Skip. Non, non, mais non, il est un peu complotiste. Mais non, qui a dit ça? Non, il est anti-vax. Ah tout de suite les grands mots. En tout cas, à voir jouer, il est d'une élégance incroyable. Et quand il parle serbe, waouh, c'est incroyable avec son coach et tout. Tout est élégant, bien poli, bien la mentale. Et moi, je me rappelle de Roger Federer. Ouais, Alors, il joue plus, rassurez-moi. Il a 58 ans. Lui, c'était la grande classe. Je me rappelle un jour, il a gagné et il a pleuré. Wallah, et j'ai pleuré. Tu vois, il a dit parce qu'on ne voit pas trop des gens qui pleurent comme ça. Nous, on suit le basket, la boxe. C'est des gens qui pleurent, tu vois. Et là, il a fait je suis trop ému. J'ai dit mais voilà, je voulais pleurer. Tu vois. Et je sais plus ce qu'on disait concernant le tennis. Que les Français, hélas, n'ont pas cette mentale-là. Ouais, alors pourquoi? Alors Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Ah, Remendes. La thèse de Remendes. La théorie de Remendes. Le dernier vainqueur, c'était un noir. Ouais. Mettez des noirs au tennis. Baissez la licence, baissez le prix des équipements. Je dirais plus, mettez des noirs et des arabes. Si vous voulez. Ça, je suis pas sûr. Non, ça, je suis pas sûr. Vous êtes trop des mauvais joueurs. Vous allez frapper l'arbitre, vous allez jeter la raquette. Non. Alors, mettez des noirs. Plus d'arabes et de noirs dans le tennis. Par rapport à le mental. On a le mental, on lâche rien. On a eu des passés assez douloureux pour la plupart de ces gens-là. Peuple du sable et de la forêt. On tient au mental. Parce que tout se joue au tennis, enfin 80%. C'est à un moment donné. C'est Gilles Simon. Gilles Simon qui le disait. Gilles Simon, bien sûr. Gilles Simon, donc c'est même pas nous qui l'a, tu vois, c'est même pas nous qui l'inventons. On ne connaît que lui. Non mais Gilles Simon, tennisman français, super à avoir joué, notamment sur gazon, spécialiste du gazon. Bien sûr, Guy Forget, et qui a écrit un livre sur le tennis. Sur le tennis, il a dit ce sport qui nous rend fous, je crois. C'est ça le titre du livre. Et il parle justement du travail mental en France et il dit que justement il n'y a pas de travail mental dans la formation en France. Il ne travaille pas ça. Il travaille la technique et tout. Il travaille la technique et tout, mais c'est un aspect qui est totalement négligé. Alors que dans les familles arabes et noires, le travail mental, au-delà d'arabe et noir, je crois que c'est une question de classe sociale. Je crois que c'est une question. C'est trop cher. Bourge et pauvre. Parce que le bourgeois, quand il arrive au tennis, c'est un bourgeois, donc il n'est pas habitué à l'adversité. Peut-être mentalement, il a moins de hargne. Je pense que c'est sociologique. C'est sûr et certain. Moi, c'est pas du racisme anti-bourgeois, pardon. Je joue avec des gens un peu bourgeois. Ils sont moins dans le monde. Techniquement, c'est bien, mais mental, zéro. Mais toi, Amel, tu joues? Moi, je joue. J'ai commencé à l'âge de 40 ans. Voilà. Comme quoi, dès que j'ai eu un yébi. C'est tout. J'ai eu un petit yébi. J'ai dit, OK, on peut y aller. Et c'est parti d'une humiliation. À la base, je suis allée au festival du film de Deauville. Et il y a des cours de tennis. Et les comédiens avec qui je présentais le film là-bas m'ont dit, écoute, on va louer un cours il y a quelques années. Allons louer un cours de tennis. J'ai dit bien sûr. Je suis arrivée, tout le monde savait jouer au tennis, sauf moi. J'ai gardé les sacs et les gourdes comme une vieille daronne. Ok. J'ai dit plus jamais ça. Ramasseur de balles. Voilà. Donc je suis rentrée à Paris. J'ai pris des cours pour régler cette histoire-là. Faut pas nous provoquer. Et maintenant, je comprends qu'ils étaient nuls en fait. Mais nuls. Ils ont pas l'œil du tigre. Non, j'ai rejoué avec eux et je les mets à l'amende. Mais parce que tu y allais avec le mental. Avec le mental. Et nous, dès qu'on veut quelque chose, on y va 3 fois par semaine au tennis. Regarde mes stories Instagram, il n'y a que du tennis. Il n'y a même plus de Serena Williams. Il n'y a que du tennis. Mais Amel m'a dit un truc l'autre jour qui m'a bien fait rire. Je lui dis mais comment ça se passe quand tu joues au tennis, tu vois? Elle me dit c'est marrant parce que en face ils me disent, ceux qui jouent avec moi, ils me disent bon ben cool. Et moi je leur réponds non, pas cool en fait. À la vie, à la mort. Mon objectif c'est de gagner. C'est de gagner. Tu es mon ennemi quelque part. Oui, il n'y a plus d'amitié. C'est là je veux gagner le point. Tu vois. C'est les matchs que tu fais en été, 45 degrés, canicule, tu dis le premier qui meurt a perdu. C'est ça la règle jusqu'à la mort. Le premier qui meurt a perdu. Donc je trouve qu'on a vraiment un tempérament, nous, la diversité, qui pourrait aller bien avec le tennis. Moi je reste perplexe sur
l'ouverture trop Oui. large. Parce que je vois. Tu vois les dérives. Je vois les dérives. C'est pas faux, Mounir. Il faut du silence. Est-ce qu'on est capable? On ne sait pas trop. L'arbitre. Silence, s'il vous plaît. Ouais, ta mère, l'arbitre. Ouais, c'est fini. Mais on va rapporter des excès qui nous vont bien aussi. Les drapeaux. Les drapeaux. Mais Fumigène. ça peut être drôle. Hein. Fumigène. Ouais, il est parti. Drapeau. Ça commence à jouer. Dans le public, il y a quelqu'un. Eh, nuque longue. Tu sais, que des trucs sur ça l'aspect va physique. sur le cours. Pour vérifier la balle. Tu te rappelles quand on regardait Roland Garros avant Oui, à la maison de quartier, avec Ben Hassen. Ben Hassen, un gars de mon quartier, il disait... Non, c'est un autre, lui, c'est Wader. On en parlera dans un autre épisode. Et Ben Hassen, il disait à chaque fois, on regardait tous Roland Garros. On a adoré ça parce qu'on pouvait pas jouer. C'est comme la Formule 1, on n'avait pas de voiture. Bref, et on regarde. Et Ben Hassen, il nous regardait à chaque fois, il nous disait dommage, je suis pas dans le public. Voilà, il y aurait une ambiance de fou. Juste moi tout seul, il y aura plus d'ambiance que c'est normal. Donc peut-être qu'on va laisser le tennis tranquille ou je sais pas. Ça dépend, ils veulent un nouveau titre ou. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que comme ils ont fait aux États-Unis, notamment avec les sœurs Williams, tous les sports de Joibourg. De bourgeois, pardon. Le golf. Voilà, le golf avec Tiger Woods. Ouais. Qui... Formule 1, Lewis Hamilton. Bien sûr. Là, ça commence petit à petit. Mais c'est des histoires avec des darons qui sont un peu. Oui, c'est les darons Jackson. Il faut que ton daron soit un peu Jackson. Qui a un plan. Il faut avoir un plan. Mais moi, je pense que la Fédé, ils préfèrent continuer à perdre et rester entre eux. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais même en spectateur, ils veulent pas trop. Mais il y a de plus en plus de noirs et d'arabes. Moi, les finales, quand tu regardes dans les tribunes, maintenant, tu vois des dégaines que tu ne voyais pas. C'est vrai. Je te jure que j'ai appris récemment que le silence au tennis, il était utile. En fait, le silence, c'est pas parce que moi je pensais que c'était juste pour la concentration et tout, mais non, parce qu'en fait, le bruit des raquettes, c'est un premier indicateur sur ton anticipation de balle. En fait, en fonction du bruit, tu peux anticiper à quoi va ressembler la balle. Mais tu m'as l'air bien expert, Mazine. Non, mais tu vois, c'est utile. Non, parce que le golf, ils ont du silence, mais eux, c'est des tocards. La balle, elle bouge pas, frère. T'as pas besoin de silence. Tu vois, c'est juste des crâneurs. Il y a juste un alligator qui passe de temps en temps. Tu vois, mais au tennis, c'est utile. Mais on a affaire à des professionnels. Ceux qui jouent, qui analysent. Amel, je parle sous ton contrôle. Absolument, parce que je te vois sur Insta, t'es vraiment acharné. Bah voilà. Et du coup, toi, c'est quoi ta stratégie? Moi, je joue au tennis depuis que j'ai pété le score, mais moi, je renvoie la balle. Ah ouais? J'ai jamais fait un vrai coup droit comme à la télé. Donc tu renvoies normal? Je renvoie. Mais c'est une stratégie en quoi? Stratégie de berbère. Je pousse mon adversaire à la folie. Il se dit mais pourquoi il me renvoie calmement? Pourquoi? À quoi il joue? Ouais. Et là moi pendant je parle, je danse. Cher, t'as la haine. Je te renvoie la balle. Et lui il dit mais joue connard. Joue connard. Et tu le détruis comme ça? Je le détruis psychologiquement. Ouais, et dire à la faute, mais tu as la folie quand même. La folie. Moi je veux qu'il craque et je veux entendre cette phrase. Putain mais il est nul. Mais voilà. Il a craqué et là je crois que c'est l'heure de la chronique écrite de Ray Mendes. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Les noirs n'ont pas peur des chiens. Certains chiens ont peur des noirs. Non, il fallait que j'en parle. Il y a des animaux racistes. Et là, vous me regardez comme un fou, mais on a tous vu cette vidéo avec une tortue. Tu lui poses une chaussure blanche en face d'elle. Elle la contourne. Tu lui mets une chaussure noire. Elle lui met des coups de tête. Vous l'avez vu? Il y a des chiens comme ça. J'en ai croisé un dimanche dernier. J'étais avec mon fils à un anniversaire. C'était dans un jardin. Tout se passait bien. Il y avait plein d'enfants. Maintenant, il y a un staff. Je dis, staff, enfant? Pas mon mélange. On me dit, mais t'inquiète, il est gentil. 1 heure plus tard, mon fils, il se fait mordre par le chien. Non, c'est vrai, pas de panique, Amel, t'inquiète. Il va bien, mon fils va bien, pas de panique. Il va bien, mais ouais, à la cuisse, il a un trou. Il va bien, mon fils va bien, ok? Tout va bien, mais j'ai peur qu'il soit traumatisé. Donc je commençais à inventer des histoires. Papa aussi s'est fait mordre par un chien. Faut pas mélanger tous les chiens. Faut pas faire des généralités. C'est pas des Arabes. Je l'ai calmé. Fais pas de généralité. Je l'ai calmé et je me suis dit, ça serait intéressant parce que j'ai fait une recherche de faire une liste des chiens les plus racistes selon Ray Mendes. Numéro 1. Le berger allemand. Est-ce que j'ai besoin de préciser?
Il a participé à tous les crimes contre l'humanité. Esclavage, il était là. Shoah, il était là. Guerre d'Algérie, il était là. C'est le plus grand criminel jamais qui a jamais foulé cette planète. Ensuite, le numéro 2, le Rottweiler. Le Rottweiler, en fait, lui, son problème, c'est qu'il voudrait être comme son cousin Doberman, chien de policier. Mais depuis peu, il travaille avec Moussa dans un parking. Il a un maître chien qui s'appelle Mokhtar. Il repart avec le RERB. Il a la rage. Donc, il est très agressif envers n'importe qui. Ensuite, on a le Jack Russell, numéro 3. Lui, il ne faut pas le sous-estimer. Tout petit, tout moche. Donc, il a la haine contre la vie, comme les petits dictateurs de cette planète. Il a la haine. Il attaque femmes, enfants, poussettes, tout ce qui bouge. Il te les attaque. Donc, voilà. J'ai fait ma petite liste de top 3 des chiens à éviter. Et là, je vais parler aux propriétaires de chiens. Comme vous avez des animaux de compagnie, on respecte l'amour que vous avez pour eux. Mais nous, on a des enfants. Quand on vous dit l'enfant, il a peur du chien ou je sais pas quoi, écoutez-nous, c'est pas que de la méchanceté. Il y en a qui leur disent, s'il te plaît, le chien, tu peux le mettre dans une autre pièce. Ils entendent, s'il te plaît, le chien, tu peux le pendre dans une autre pièce. Non, sérieusement, ils nous ont regardé comme ça et il y a eu des conséquences. Et on nous a demandé de balancer le chien. Ok, on a dit, on n'est pas des balances, on balance pas. On balance pas. Maintenant, le chien, je te cherche. Non, mais pour conclure, je disais, parce que moi, j'ai vu que l'amour que les humains, ils ont pour les animaux de compagnie, il est vraiment irrationnel. Je sais pas si vous voyez, il y en a, ils considèrent des animaux au-dessus d'un humain. On ne devrait pas faire pire ou au-dessus ou quoi, mais ils sont vraiment comme ça. Et je me suis dit, on pourrait utiliser ça pour la juste cause. Il faut qu'on arrête de montrer des images d'enfants et de femmes qui meurent à Goma ou à Gaza. Il faut qu'on montre les animaux qui souffrent de bombardements. Je vous promets, demain, l'Elysée sera complet. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, Esther Mendes. Les grands remplaçants. Nova. Vous écoutez Les Grands Remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui, on reçoit Fatima Aït Bounoua, enseignante. On te reçoit en écho au drame qui s'est déroulé à Nogent. Tu es prof de lettres et on aimerait savoir dans quel état d'esprit vous vous retrouvez en tant que prof. Alors, je ne vais pas représenter les profs, mais au moins me représenter. C'est vrai qu'on parle de l'éducation nationale que quand quelqu'un est mort. Oui, malheureusement. Donc, lorsqu'on regarde de l'extérieur, ça va être comme ma mère, quand j'ai dit que je voulais être prof, elle m'a dit « Oh là là, ils sont durs, les enfants. » Et elle avait peur, j'avais l'impression que je lui annonçais que j'allais en guerre, quelque chose comme ça. Donc, je vous rassure, au-delà des drames dont on parle, en vrai, c'est un métier qui peut être très drôle, parce que les enfants sont très drôles, qui peut être émouvant, et puis, comment dire, il y a un plaisir différé, parce que très souvent, je reçois des messages d'élèves que j'ai eus où je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir? Et ils me rassurent en me disant, mais madame, je vais bien, je suis heureux. J'en ai même un, je vous raconte le truc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il voulait que jouer. Vraiment, il voulait que jouer. Il était en 4e, on avait l'impression qu'il était en 6e. Tout le monde lui disait immature, immature. La vie, c'est pas un jeu. On essayait tous de lui apprendre la vie. Ben, c'est lui qui nous a appris la vie parce que maintenant, son métier, c'est de faire du paintball. Wow. C'est génial. Non, mais c'est vrai. Et il le fait à un haut niveau. Je l'ai vu, il m'a envoyé le message. Je sentais dans son message, c'était « Vous avez vu, on peut être adulte et jouer sans cesse. » C'était la leçon. Mais c'est génial, ça, parce que moi, je me rappelle, il y a une appréciation qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et qu'on me mettait souvent. Et je suis pas là pour régler des comptes. Mais je vais les régler quand même. Mais on me mettait souvent « Se laisse vivre ». Tu veux que je crève? Tu vois, je comprenais pas l'expression « se laisse vivre ». Je disais, mais c'est l'objectif de laisse-moi vivre, laisse-moi riche, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai que les appréciations, moi, j'ai beaucoup évolué sur mes appréciations. Alors, je suis pas encore au point. Avant, c'est vrai qu'on a envie de donner des conseils, mais nos conseils ressemblent à des attaques. Ça lâche des punchlines. Donc c'est ça. Et donc quand j'étais jeune prof, je faisais comme les profs que j'avais eus. Et après, je me suis dit, je vais arrêter de faire ça. Je vais faire comme moi, j'ai envie de faire. Donc je donne un point positif sur l'élève, quel qu'il soit. Donc je vais vraiment chercher. Même si des fois, il n'y a pas grand-chose, mais on peut... Je vais chercher, non, mais des fois, il y en a qui t'agacent. Mais quand tu sors de l'agacement, tu dis, attends, il est agaçant, mais en vrai... il a, je sais pas, par exemple, il y en a un qui va t'agacer parce que tu le trouves insolent, mais quand on creuse dans son insolence, tu vois qu'il a vraiment le sens du détail et que lui, rien ne lui échappe. Donc des fois, il dit des choses vraies. D'accord. Par exemple, donc, même il va m'imiter. Je sais que j'ai un élève dans la classe, il va se reconnaître, en 4e. Il m'imite, il m'énerve quand il m'imite. C'est hyper drôle d'imiter le prof. Mais il le fait bien. Mais il le fait super bien. Ça veut dire des fois, je vois, la bonne oreille, complètement. Il a l'oreille, il est super drôle. Donc des fois, j'ai envie de... Mais quand il le fait bien, je dis, c'est vrai, j'ai fait ça. J'avoue, je peux pas, je compatis. Donc j'essaie de faire ça et de donner donc un conseil et de faire que le commentaire, comment dire, qu'il reçoive. Donc ça, je l'ai vraiment changé. D'être positif et sans mentir, par contre.
Je vais pas mentir, je fais des compliments que je pense vraiment. Et voilà, j'ai essayé de changer ça. Mais la méthodologie, j'ai l'impression, a changé sur les dernières années. Moi, je vois, là, j'ai la plus grande, elle a 14 ans. Et quand j'arrive au collège, je vois que la réunion parents-prof, en fait. Ouais. Donc, j'arrive, je vois que c'est pas la même élève. Que moi aussi, j'étais peut-être un peu plus turbulent. Mais les méthodes, les mots utilisés n'ont rien à voir. On essaie de changer. Le truc qui a changé, qui est bien, c'est l'humiliation, le rapport à l'umiliation. Parce que moi, je vois... Non, mais c'est ça. Ça me fait mal. On a des parents... On a des parents, c'était traumatisés de l'école. Ouais. Et moi, je comprends. Je vois des quadras ou qui arrivent, qui sont énervés. Déjà, ils arrivent au collège, on sent qu'il y a des choses à régler. Oui. On s'assoit, moi, je vais leur parler de leur enfant et je me dis, bon, on va pas parler de leur enfant. Je vais dire, et vous, quel rapport vous avez eu à l'école? Et là, ils me disent, et ils racontent ce qui s'est passé. J'ai dit, d'accord, je comprends. Alors, je comprends, votre colère, elle vient de là. Mais vous vous trompez d'addition. Vous me faites payer l'addition que vous auriez dû payer avant. Ouais. Donc effectivement, il y a des parents qui sont des blessés de l'école. Donc quand nous, on dit quelque chose aux enfants, ils vont avoir tendance à les écouter. Mais parce que c'est vrai, eux, peut-être qu'ils ont subi des injustices. Oui, c'est ça. Et donc, ils veulent payer le truc. Mais ils sont en défense. Ils sont en défense. Mais après, dès qu'on discute, ça se passe bien. Mais alors, j'ai une question. J'ai l'impression que il y a un truc qui a changé par rapport à avant. Où j'ai l'impression qu'avant, moi, quand j'étais petit, toujours le prof a raison, quoi qu'il se passe. Ah oui, où est-ce qu'elle a changé maintenant? Non, toujours le prof a tort. Ah ouais. Non. Moi, des fois, je mentais. Je disais à mes parents, mais je crois elle est raciste. Ce qui était pas du tout vrai. Mais pour essayer de me sauver. Et ma mère, elle disait, tais-toi, Hamar et tout. Bon, bref. Et vous savez pas. Parce que souvent, nos parents sont soit pas partis à l'école ou arrêtés très tôt l'école. Donc, c'était hyper important pour eux. C'était très important. Ils disaient même aux professeurs, si jamais elle fait des bêtises, il faut la taper. À l'époque, c'était drôle parce que nous, il avait des droits sur toi, des droits physiques. Et le professeur dit mais non, mais on t'a passé. Si tu te donnes l'accord, tu peux la taper, tu la remets. Non, mais c'est fou. Non, mais c'était trop. C'était trop. C'était un vrai désir. C'était un désir de bien faire. Mais là, on est passé des fois d'un extrême à l'autre. Alors, c'est pas tous les parents ou des fois. Non, mais vraiment, j'ai des élèves où les parents entendent uniquement la version de l'enfant. Et la version est remasterisée, mais totalement. Dans la version de l'enfant, et le parent, des fois, effectivement, il va dire oui. Non, au début, quand j'étais jeune prof, j'avais une maman qui m'avait envoyé un message. L'enfant était venu, parce que j'avais puni. Il m'a donné son carnet de correspondance, et je voyais la victoire dans ses yeux. Ma mère vous a écrit ça. Je lis. Mon enfant m'a expliqué que c'était une erreur. Donc, je l'ai autorisé à ne pas faire sa punition. La guerre était déclarée. Parce que là, j'ai appelé. T'as plus aucune autorité. C'était foutu. Et moi, je jouais mon année. Donc, je l'ai rappelé. J'ai dit oui. Chose que ma mère aurait jamais fait, si je peux me permettre. Ni mon père. Mon père n'aurait pas fait. Mon père, j'aurais même pas osé. Mon père, voilà. L'histoire commence même. Tu sais, le début. Il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas. C'est ça. Des fois, je dis à mes élèves, ils connaissent mon père parce que des fois, certains osent. Je dis ah, c'est marrant, tu oses. Et après, non, n'écrivez pas. Non, mais vraiment. Je les regarde. C'est ça. Après, ils disent ah non, madame, n'écrivez pas un mot. Mon père va me gronder. Je dis non, si ton père te grondait, tu n'aurais pas osé faire ça. Parce que vraiment, si tu oses, c'est qu'il ne va pas te gronder. Donc, elle a écrit ça. J'ai appelé la maman et elle m'a raconté la version de son fils. Je lui ai dit mais madame, pas du tout. Donc, je raconte la version de la classe. Et elle m'a laissé, elle m'a dit ah, excusez-moi. Je dis la prochaine fois, appelez-moi, n'hésitez pas. Et donc je donne mon numéro de téléphone au début de l'année pour éviter ces versions parallèles. Bien vu. Comme ça ils appellent. Mais comme ça il n'y a aucune excuse. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas le NT, parce que maintenant c'est Internet, les mails et tout. Donc ceux qui ont du mal à écrire. Certains ont peur, comme je suis prof de français. Il y a des parents qui ont peur comme si j'allais les juger sur leur faute d'orthographe. J'aurais fait la même chose. Mais non, mais attends, relis. C'est horrible. Non. Il envoie des notes vocales. Non, mais certains. Alors, je leur parle qu'en face. Non, déjà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Moi, quand j'envoie un message à la maîtresse, je relis 600 fois. Mais je pense qu'il y a des parents sauver l'honneur de la famille. Tu vois, non, mais déjà, je serais une bien mauvaise personne à regarder en me disant t'as fait une faute. Ça m'étonne pas que ton fils soit en échec. On a peur de ça. Non, je comprends mieux. Déjà non. Mais pour sortir là, je leur donne mon numéro de téléphone et je leur dis vous pouvez laisser des notes vocales si vous êtes plus à l'aise avec l'oral. Extraordinaire. Non, j'ai juste des parents qui moi ma mère elle sait pas écrire. Donc du coup je peux j'anticipe
participe ça et je sais ce que c'est l'humiliation, cette humiliation qu'on peut ressentir. Bien et en sûr. plus, pour moi, l'intelligence et l'orthographe, c'est deux choses différentes. Ah, on peut être très intelligent Ouais, et l'intelligence avoir, de vie. on peut avoir Ouais. une intelligence de vie, on peut avoir plein de choses. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, toi, tu fais. Non, des- je regarde, tu vois, T'as vu? T'as vu Mais ça veut pas dire qu'il faut négliger l'orthographe, parce que l'orthographe, c'est, comment dire, un marqueur social. Donc, Ouais. c'est ce que je dis aux élèves. Quand tu rentres dans la société. Non, mais on peut se dire t'es un con parce que malheureusement. à cause de tes fautes. Et on est dans une société comme ça. Et Moi, surtout j'ai- le je- ça va. je raconte un dernier truc, Mounir. Le J'ai- ça va en texto. J'ai fait. Pour gérer et je les mets- meufs, c'est pas bon, le ça va. maintenant. J'ai fait, je mets On te bloque, toujours. on te bloque si tu mets Je ça. mets toujours un S à j'ai fait, je mets jamais un T. Je sais que c'est j'ai Ah, fait avec. Parce que j'ai- c'est le participe passé, Voilà. ouais, c'est pas le Et verbe je- conjugué. Et je mets. Mais ça, alors, ça, pour tous les adultes, il y a des erreurs où c'est, comment dire, il faut sortir du traumatisme. Moi, je pense qu'il y en a qui sont traumatisés et qui se disent, de toute façon, moi, je ne suis pas bon en orthographe. Ça n'existe pas. Ouais. Prenez le temps, on en parle, et des fois, certains adultes, on leur réexplique. Et ils se disent, ah, c'est seulement ça. Ouais, et ouais. c'est comme le monstre sous lit. L'orthographe, la grammaire, c'est le monstre sous lit, je vous assure. On lève c'est la un bel couverture, exemple, ça. on Ouais. regarde et il n'y avait pas le monstre, c'est Ouais. le fantasme. Ouais. Donc vraiment, vive les participes passés. Et la règle des participes passés, c'est hyper simple. Donc voilà, on l'explique en une fois. Je vous assure, tous les adultes à qui j'ai expliqué, ils se disent, ah ouais, mais C'est pour balourd, moi, en fait. c'était énorme, mais pas du tout. Donc prenez confiance. On va se retrouver sur ces belles paroles juste après une pause publicitaire et on s'écoutera Maya Piper Plants. On se retrouve tout de suite. Et vous êtes sur Nova, toujours dans les grands remplaçants. Cette semaine, on retrouve notre invitée Fatima Haït Bounoua. Et là, on va écouter un extrait du film The Substitute. C'est l'histoire d'un ancien militaire qui devient prof dans les quartiers chauds de LA. Je suis responsable de cette classe. Je suis le chef de guerre. Je suis le dieu sans pitié de tout ce qui bouge dans mon univers. Vous m'emmerdez, vous supportez ma colère. Vous supportez ma colère! C'est génial. Ah, alors là, c'est un film incroyable. Hein. En gros, hein, pendant tout le film, il casse des chicanos. Il casse Mais des poignets. Vous m'avez cassé le poignet. Fallait pas m'emmerder, Jackson. Tu sais, moi, c'est- Mais tu sais, si ça se passait en France, le film serait très court parce qu'on serait en prison dès la Ouais, première ouais, minute. ouais, je et le pense. petit aurait porté plainte. Eh ben, Et vous avez pas le droit de faire ça. Ouais. Et, le lendemain, on a sa mère, on a les flics. Eh ben oui, et bien on est sûr. sur BFM. Eh ben Alors oui. vous avez. Alors que, putain, on n'a même plus le droit de frapper les gosses. Alors, moi, je me rappelle, pardon. Pardon, c'est l'instant réac, je préviens. On est sur Radio Nova, mais c'est l'instant réac. Quand j'étais petit, je me suis déjà fait taper par les profs. Non, mais Et c'était cool. Non. C'était non, On non. peut pas En dire ça. Auvergne, pardon, Ah, en pardon. Auvergne. J'étais en Auvergne, moi. Hein. Excusez-moi. Wallah que c'est vrai. Mais ils t'ont tapé, c'est-à-dire comment? Parce Je que, vais vous dire, je vais tout te dire. il y a- C'est Je vais horrible. tout vous raconter. En fait, c'était tirage. Ok. Alors, Cheveux. on est quand même pas. Voilà. Tirage ici, pas les cheveux. Là, juste La à côté patte. de l'oreille, la patte de. Comme on fait de la, voilà, on fait de la radio, il faut décrire. Oui, la patte de Dick Rivers, là. Ouais. Tu vois, cette patte-là. C'est Là, technique, hein? là il faisait cacahuète. Genre, ils te Ah mettent. oui. Attends, Voilà, c'était la c'était phalange. en Auvergne ça ou t'étais C'était en Auvergne. au bled? Non, Attends, non. peut-être. Wallah, c'était à Vichy. une Monsieur. différence. Alors, je les aime trop. Hein. Je les aime trop. Monsieur Sudre, CPE. C'était un ancien boxeur. Et il passait comme ça et genre, il disait protège tes côtes. Et il te mettait un uppercut Non, comme ça. c'est plus possible. Protège tes côtes, Selmani. Et il mettait et je sais pas Il y si avait tu un te prof de souviens. physique aussi assez. Monsieur Alouche, c'était un Vietnamien, fan de Viet Vo Dao. Et bah, Wallah qui nous faisait des. Non, mais on a Wallah changé- qui nous tapait. on a- Et il nous mettait de la lumière sur nous, je m'en rappelle. J'avais triché en physique. Ouais. J'avais triché en physique. Et en fait, il m'a dit Hep, monsieur Buonanni, qu'est-ce que vous faites là? Et tu sais, j'avais une anti-sèche, quoi. Et après, il est parti. Dans son truc, il m'a laissé ma note 2, il m'a dit t'as eu 2 sur 20, même en trichant, t'es nul. Et il me mettait une lumière rouge après sur moi et il criait, c'est mon nom, hein, Buonanni, il disait Buonanni, Buonanni, c'est quel... Non, Mais je l'aime trop, voilà monsieur Alouche. Alors, non, Pardon, il vas-y. y a un truc, enfin, comment dire, on peut pas regretter la violence, on n'a pas, enfin, comment dire, c'était nécessaire. Est-ce que sans te frapper, t'aurais compris? Est-ce que tu te dis maintenant que j'avais besoin d'être frappé pour comprendre? Alors, là j'ai l'impression d'être en psychanalyse Non, aussi. mais Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que vraiment, ou alors il y avait d'autres façons de te faire Alors, comprendre? moi j'avais besoin d'avoir pas de prendre des coups, Voilà. mais je pense j'avais besoin d'avoir peur de me prendre des coups. Alors, D'accord. je- Donc, tu avais besoin d'un cadre rigide et stable.
On peut être d'accord sur rigide et ça. stable. Ah, oui. Voilà. Très rigide, madame. Très stable. Rigide, stable, Alors, nord-coréen. Parce que très souvent, on oppose. Soit on a le cliché de la prof copine, coucou les enfants et tout ça, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ou alors du prof militaire, mais ça, si tu surjoues le militaire sans l'être, ça marche pas non plus. Ah non, là, ça veut dire que les élèves, si vraiment. t'essayes d'être comme ça en disant mais moi je vais les mater ces petits, et qu'en vrai tu joues la comédie de ça marche Tu peux pas tenir complètement en fait. et tu tiens pas sur moi. Ce qui marche, en tout cas pour moi, ce qui a marché jusque là, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire d'être complètement aligné sur qui tu es, parce que les enfants sont très intelligents et ils vont toucher exactement là où ça fait mal. C'est-à-dire si tu as un problème toi avec l'autorité ou si tu te sens pas légitime comme prof, ils vont te décapiter. Ok, si tu te sens, j'ai un problème. Non, tu vois, il y a ça. J'ai un problème. Mais un si jour, t'es solide et si t'es là, et pareil, la gentillesse, moi je leur dis, la gentillesse, c'est pas une faiblesse. Donc ils savent que je peux être gentil, mais être gentil, ça veut pas dire je punis pas ni rien. Et toi, alors, ce que tu décris quand il dit Buonani et tout, c'est de la complicité aussi, c'est de ça connaître. c'était sympa. Non mais tu vois, là, on est dans la charriade. T'es pas, voilà, t'es dans le truc. Ça marche bien, mais quand t'as posé des limites, ça veut dire ce qui marche, c'est des limites fixes, un truc qui encadre. Parce que mine de rien, même les élèves les plus durs aiment bien avoir un cadre. Ce que les élèves détestent, c'est l'injustice. Ça veut dire un jour tu dis, ben voilà, on n'a pas le droit de faire ça, et il y en a un qui a le droit de le faire, et tu dis rien. Ça c'est fini, c'est un bordel. Si je peux me permettre, aussi, parce que t'es pas cohérent. Ce qu'ils veulent, c'est de la cohérence et de la bienveillance. Mais être bienveillant, c'est pas être bisounours. Être bienveillant, c'est être ferme. Mais alors il m'est arrivé un truc à Montpellier, dans une cité à Montpellier, où je faisais une rencontre dans un collège à La Paillade. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que nous, au collège, on n'a jamais vu on a vu une fois un mec il jouait de l'accordéon. Msken. Il est venu, il a fait de l'accordéon devant nous. On a un peu rigolé, mais on l'a grave respecté. Msken, il est venu avec son accordéon. La javanaise, je sais pas ce qu'il racontait. On essayait de rentrer dans son délire. Et moi, je viens voir des jeunes, des collégiens, et je suis là en paix. Moi, je suis en paix, en fait. En tant qu'humoriste, t'as été invité en tant qu'humoriste plutôt sympathique. Et attends, je commence à m'énerver, je me calme. Et en fait, ils m'ont pas respecté. Genre, ils m'ont pas du tout respecté. Mais est-ce qu'ils te connaissaient? Enfin, avec tout le respect que non, je te donne. mais ils me connaissaient pas du tout. Voilà, c'est ça. Ils m'ont dit, t'as combien d'abonnés? Voilà, c'est ça. Sale chien. C'est ça. J'ai dit, attends. Et je commençais à parler un peu plus fort pour couvrir leur voix, parce Ça qu'ils me marche pas, taillaient. ça. Et on voit ton nez. Tu sais, genre, parce que j'ai un nez fin et qui pend comme ça, tu vois. Et genre, ils m'insultaient. Et j'ai craqué. J'ai craqué, Fatima. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, je les ai virés comme un prof qui craque. Et alors que j'étais humoriste. Toi, tu les as virés ou t'as dit sécurité? Non, je me suis levé, j'ai dit stop maintenant. Non, stop. C'est vrai. J'ai fait comme toi dans Inside quand on dit on vient dans vos quartiers pourris. C'est horrible. C'est horrible. Et j'ai fait ça et j'ai viré deux meufs. Alors non mais moi là ce que j'entends dans ton histoire, mais il y en avait une qui t'avait. Deux petites connasses. Il y en avait une qui t'avait imité en plus, je crois. Non, c'est pas ça. Ouais, il y en a. Allez, arrête. C'est horrible, c'est horrible. Non, mais ce que j'entends dans ton histoire, c'est que déjà, où est le prof? Parce que si t'as été invité par quelqu'un. Mais merci de le dire, parce que j'arrêtais pas. Normalement, c'est au professeur. Un animateur de la cité. Bon, pas de diplôme, je pense, parce que je lui disais, t'as ton BAFA, toi? Parle-leur. Et il me faisait. Non, continue, poursuis, calcule-les pas. Non, on est d'accord. Donc non, parce que normalement il y a des règles. Moi je sais que je fais souvent venir des élèves dans ma classe, et même les plus durs. C'est-à-dire par exemple, j'ai enseigné à 4 ans. J'ai pas parlé des élèves maintenant, comme ça s'ils écoutent, les pauvres, je veux pas qu'ils se stigmatiser. J'aime pas le mot stigmatiser. J'ai même pas voulu entendre stigmatiser. J'ai pas envie qu'ils se reconnaissent. Qu'ils se reconnaissent, bien sûr. Voilà. Donc je vais prendre les anciens. Mes quatrièmes à Clichy-sous-Bois, à l'époque, donc ça fait longtemps, j'avais fait venir Sefiu. À l'époque où Sefiu était connu, ça veut dire ça pouvait créer une petite émeute. Donc le manager de Sefiu m'a dit attention, est-ce que tu es sûr de ton coup? J'ai dit non, ne t'inquiète pas. Sachant que dans cette classe de quatrième, on avait 14 avertissements travail et comportement sur une classe de 28. Ok. Ça veut dire la moitié 50%. de la classe. Ça veut dire que d'habitude, quand j'étais dans le 91, t'as un avertissement travail comportement. À Bobigny, j'en avais 5 avertissements travail ou comportement. Lui, au conseil de classe, c'est-à-dire que c'était pas moi, conseil de classe, il y avait eu 14 avertissements. Donc vraiment la classe, personne ne veut l'avoir. La prof qui m'a remplacée est partie en dépression. C'est pour vous dire on lui en veut pas. la classe. Et bien, cette classe-là, à ma grande surprise, non seulement ils ont gardé le secret, et quand Sefiu est venu, j'avais mis un petit coup de pression avant. Genre, mais vraiment, j'avais gentiment, mais quand même. Un peu comme les parents qui disent on va sortir voir des gens. Je vais te rien dire. Mais quand ils vont partir, tu vas voir mon vrai visage. Et la menace marche. Ça marche qu'une fois. Effectivement, Sefiu est venu et tout. Il leur parle, il pose des questions. Ils sont mignons, hein. Ils se disent même c'est une classe de mignons.
Et après un moment, il leur dit, on peut même prendre des photos. Et les élèves me regardent pour savoir s'ils peuvent bouger. Ah ouais. Et là, je me suis dit... Là, c'est le dressage. Et là, non, la complicité, il y avait un mélange de... Et là, j'ai dit, oui, vous pouvez. Ah, parce que, sincèrement, moi, c'était des collégiens, c'est ça? C'était des collégiens. Moi, tu me ramènes ces Few, t'es ma prof préférée. Non, mais il y a aussi... Ils étaient très contents. T'as visé juste. Voilà. Moi, ils s'en foutaient de ma gueule, les petits. Non, mais voilà. Après, ramenez Jamil Le Schlag, moi aussi, je vais foutre la merde. Non, mais après, les enfants, c'est vrai que là, ils connaissaient. Mais quand, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu et qui était productrice de films. Ils ne connaissaient pas. Mais j'ai fait le travail de présentation avant. Merci, après, Fatima. j'ai fait un jeu là où effectivement, ils ont un peu manqué de respect. J'ai fait venir un ancien rugbyman parce qu'il a écrit un livre pendant le Covid qui s'appelle Les Chiffons Bleus. Qu'il allait travailler comme aide-soignant. Et je n'aurais pas dit aux élèves qui c'était. On a joué à qui est-ce pour voir leurs préjugés. Donc, il est venu, il est baraque, il est noir et tout. Il est venu. Et donc, j'ai dit, alors les élèves, posez des questions. Et il y en a un qui lève la main, il dit, est-ce que vous êtes vigile? Et lui, il a rigolé. Heureusement qu'il avait du bon. J'ai dit, mais c'est tellement raciste, c'est préjugé. Et c'était drôle, on a rigolé. Et ils ont fait que des choses comme ça. Si je peux me permettre une anecdote sur Sefiu, parce que tu as parlé de Sefiu, je suis obligé de la placer. Je travaillais à Planète Sushi Bastille. Si Sefiu nous entend, si quelqu'un peut lui envoyer cette vidéo. Et il est venu, Sefiu, et manger à Planète Sushi avec deux potes à lui, des jumeaux d'ailleurs. Enfin, c'était des jumeaux. Bon, j'étais trop content d'avoir Sefiu et tout. Et je travaillais à Planète Sushi. Mais c'était quand? T'avais quel âge? J'étais jeune, c'était il y a 15, 16 ans, voilà, 17 à l'époque ans à peu près. Il était vraiment connu au top. Et donc je lui dis, sushi, tout ça. Et à la fin, Sefiu. Bon, là, c'est vrai, il m'a donné 50 € de pourboire. Alors là, non, je l'applaudis. En plus, il savait pas que tu allais le dire à la radio plus tard, on applaudit encore plus fort. Parce qu'il y en a. Non, mais tu vois, si on. 50 €. C'est énorme. Il m'a dit, tiens, et il me les a donnés dans la main pour pas que je partage avec les autres. Et après, moi, tu me connais, j'ai pas partagé. C'est 50 €. Ah, c'est vrai. C'est gentil, c'est Fiu, on l'embrasse s'il nous entend. Mais c'est ça, les gens qui deviennent connus après, ça on sait pas. Moi, j'ai des élèves qui sont devenus connus. Et effectivement, des fois, on leur demande est-ce que vous avez des souvenirs d'école? Et là, tu te dis mon Dieu, il va sortir peut-être un truc. Ou tu demandes comme prof, parce qu'on peut tous déraper. Puis moi, je pense que des fois, j'ai. T'as jamais frappé? Énervé ou fatigué. Non, j'ai jamais frappé. Jeté quelque chose? Non, si, j'ai déjà jeté. Je me suis énervée. En fait, en 15 ans, j'ai dû m'énerver 4 fois. Et vraiment m'énerver. Mais c'est, comment dire, après on en a parlé avec l'élève et même moi j'ai analysé les raisons de mon énervement et tout ça, et à chaque fois c'est les mêmes, on connaît ces mécanismes, et moi je sais que c'est le manque de respect. Oui, c'est ça. Et surtout quand je veux aider un élève ou que je me dis t'as envie de tout faire pour lui et que lui se sabote, ou j'ai envie de les tuer, mais je sais que c'est moi qui est pas normal. C'est-à-dire que c'est le côté je veux les sauver, tu sais, enfants de pauvres, on veut tous, et quand tu les vois tu dis mais tu te rends pas compte. Et lui il a 12 ans, mais bien sûr qu'il s'en rend pas compte, Fatima, et toi tu joues ta vie parce que tu veux sauver la sienne, alors que chacun doit faire sa part. Donc effectivement des fois je suis excessive, mais c'est vraiment motivé par ça, et j'ai calmé ça. Bon, ça m'arrive encore un peu. Merci à toi Fatima, en tout cas c'était un vrai plaisir. C'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h avec Amel Chabi, Remendes, Mazine, Mounir, Paul à la régie, Seb à la vidéo, Élise aux réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.